Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast Anecdote Royale. Retrouvez-le ainsi que toutes nos sources sur le site anecdoteroyale.fr. Pour un meilleur confort auditif, nous vous conseillons d'utiliser des écouteurs. Ce podcast vous est présenté par Enzo Guillot. Aujourd'hui, direction Strasbourg. Cette ville unique est un véritable carrefour de culture marqué par les grands moments de l'histoire européenne. Point de rencontre et d'échange, elle a aussi été au cœur de nombreuses rivalités politiques et militaires. Strasbourg, partagée entre la France et l'Allemagne au fil des siècles, porte les traces d'une histoire mouvementée. Mais aujourd'hui, elle incarne la réconciliation et l'unité européenne. Partons ensemble à la découverte de Strasbourg, une ville pleine de secrets et de richesses. L'histoire de Strasbourg commence bien avant le Moyen-Âge. Son emplacement sur les rives du Rhin en fait un site stratégique dès l'Antiquité. Vers l'an 12 avant notre ère, les Romains y fondent un camp militaire qu'ils nomment Argentoratum. Le nom rappelle l'argent, métal précieux et très abondant dans la région, mais il rappelle aussi la ratière, un mot latin désignant des structures militaires. Très rapidement, Argentoratum devient une ville fortifiée, essentielle pour contrôler les frontières de l'Empire romain et surveiller les tribus germaniques qui occupent l'autre rive du Rhin. Pendant plusieurs siècles, la ville reste sous influence romaine et des infrastructures typiques de l'Empire y sont installées. Des voies pavées, des thermes, des temples, des forums, pour ne citer que ces exemples. Avec la chute de l'Empire au 5e siècle, Argentoratum passe sous le contrôle des Allemands, une tribu germanique, puis des Francs au début du Moyen-Âge. À cette époque, le nom de Strasbourg, qui signifie « ville des routes » en allemand, apparaît pour la première fois, symbolisant la position de la ville au croisement de plusieurs routes commerciales importantes. Le Moyen-Âge est une période de prospérité et d'indépendance pour Strasbourg. Dès le 9e siècle, elle est une ville de commerce et de foi chrétienne. En 842, les Sermons de Strasbourg, l'un des plus anciens documents écrits en langue française et allemande, sont prononcés entre les héritiers de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique dans la ville. Ce document scelle une alliance contre leur frère aîné, Lothaire, et pose les fondations des futurs royaumes de France et de Germanie. À partir de 1262, Strasbourg est une ville libre impériale, ce qui signifie qu'elle dépend directement de l'empereur du Saint-Empire romain germanique sans être soumise, par ailleurs, aux autorités féodales locales. Ce statut lui permet de jouir d'une grande autonomie politique et économique, attirant ainsi marchands, artisans et intellectuels de toute l'Europe. Cette indépendance renforce également la fierté de ses habitants et façonne l'identité de la ville. Pendant cette période, Strasbourg prospère grâce au commerce fluvial et se dote de ses premières institutions municipales et structures démocratiques. C'est également au Moyen-Âge que commence la construction de la cathédrale Notre-Dame, un chef-d'œuvre gothique qui devient bien plus que le symbole de la ville. Sa moment, comme la surnomment les Strasbourgeois. Avec sa flèche culminant à 142 mètres, elle est achevée en 1439 et reste le plus haut édifice chrétien du monde pendant plusieurs siècles. Strasbourg est en outre l'une des premières villes à adopter la réforme protestante au début du XVIe siècle. Sous l'influence du théologien Martin Bucer, Strasbourg devient un centre majeur du protestantisme. Luthériens, anabaptistes, humanistes et penseurs de toute l'Europe y trouvent refuge, attirés par l'esprit d'ouverture de la ville. Elle est le lieu de débats théologiques et d'échanges intellectuels. L'imprimerie, introduite à Strasbourg, peu après son invention par Gutenberg, contribue largement à la diffusion des idées réformatrices. Les premiers écrits protestants voient le jour et Strasbourg se veut un centre important de l'humanisme. Cette période marque l'apogée culturelle de la ville, qui s'enrichit également sur le plan architectural avec la construction de maisons bourgeoises et de bâtiments publics somptueux. En 1681, Strasbourg passe sous le contrôle du royaume de France. Louis XIV, roi absolu, souhaite étendre son influence aux frontières du royaume en voyant Strasbourg devenir un bastion contre le Saint-Empire romain germanique. Grâce à une politique d'annexion, Louis XIV fait de Strasbourg une ville française, mais il respecte toutefois le caractère singulier de la ville. Les institutions municipales et l'autonomie y sont maintenues. Les protestants conservent une certaine liberté de culte, même si la cathédrale est rendue au culte catholique. Les fortifications sont modernisées sous la direction de l'architecte Vauban, qui ira jusqu'à construire un fort au plus proche de la frontière fluviale avec l'Allemagne, en baptisant le Fort Louis, aujourd'hui petite commune alsacienne.
Strasbourg s'enrichit aussi d'éléments de style classique français en harmonie avec l'architecture médiévale. Cette annexion marque le début d'un long rapport ambigu entre la France et l'Alsace, qui conserve malgré tout une identité germanique forte, ne serait-ce que dans son lien avec le protestantisme, notamment luthérien. Lors de la Révolution française, Strasbourg joue un rôle clé en devenant un symbole de patriotisme et de résistance. En 1792, le célèbre chant révolutionnaire La Marseillaise est composé à Strasbourg par Claude-Joseph Rouget de Lisle. Initialement intitulé Chant de guerre pour l'armée du Rhin, il devient et demeure encore de nos jours l'hymne national de la France. Pendant le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, Strasbourg connaît une prospérité croissante, notamment grâce à la construction de ponts et de routes reliant la ville au reste de la France. Elle devient un point stratégique de défense et de communication entre l'Allemagne et la France. Napoléon reconnaît l'importance de l'Alsace et favorise son développement. En 1871, après la guerre franco-prussienne, Strasbourg est annexée par l'Allemagne et intégrée à l'Empire allemand. Cette période d'annexion est marquée par un fort développement économique et urbanistique. Strasbourg bénéficie d'investissements allemands avec la construction de nouveaux quartiers comme la Neustadt qui reflètent l'architecture prussienne et transforment la ville. Les institutions allemandes, comme l'université impériale, redonnent à Strasbourg une place de choix sur le plan académique et culturel. Après la Première Guerre mondiale, Strasbourg redevient française en 1918. L'entre-deux-guerres est une période de réadaptation et de transition pour la ville qui doit faire face aux tensions politiques et linguistiques. En 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est à nouveau annexée par l'Allemagne nazie. Ce retour forcé à la germanisation est mal vécu par les populations qui résistent activement jusqu'à la libération de la ville, dont nous célébrons les 40 ans cette année. C'était le 23 novembre 1944. D'autant plus mal vécu que de nombreuses Alsaciennes sont forcées de travailler pour les armées allemandes, devenant des malgré elles, et les Alsaciens enrôlés dans l'armée allemande, le tout sous couvert d'une maîtrise de la langue allemande. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg incarne la réconciliation et l'unité européenne. En 1949, elle est choisie pour accueillir le Conseil de l'Europe, et elle devient ensuite l'un des sièges du Parlement européen, le second étant Bruxelles, symbole de la paix retrouvée entre les nations européennes. La ville prend alors une nouvelle dimension internationale et devient un symbole de l'Europe unie. Mais si elle est un symbole d'unité européenne, c'est aussi l'un des plus grands symboles de Noël. Quand on parle de Strasbourg, il est impossible de ne pas évoquer son fameux marché de Noël, l'un des plus anciens et des plus emblématiques au monde. Le Christkindlesmarkt, qui veut dire marché de l'enfant Jésus en alsacien, est né en 1570. À l'origine, ce marché est fondé pour contrer la Saint-Nicolas, une fête catholique traditionnelle. En effet, Strasbourg est alors un centre de la réforme protestante qui s'oppose au culte des saints. D'ailleurs, le pasteur Johannes Fliner souhaitait même supprimer cette pratique. Or, elle permettait d'organiser une grande foire mettant au jour les savoir-faire artisanaux. Ce corps de métier étant alors important à l'époque, il était impossible de s'y opposer frontalement. Il fallait un compromis. Et au lieu de fêter la Saint-Nicolas, la grande foire sera dédiée au culte de l'enfant Jésus. Depuis, le marché de Noël est une véritable institution, et l'on retrouve son histoire à la place Broglie, là où tout a commencé. Chaque année, la ville se transforme en un véritable village de Noël, avec des centaines de chalets en bois qui s'installent de la place Broglie jusqu'à la terrasse du palais Rohan, sans oublier le coin proche de l'église Saint-Thomas et la place Kléber. On y trouve des décorations artisanales, des produits du terroir alsacien comme le pain d'épices, le vin chaud, la bretzel et les Speisel. Mais ce marché n'est pas seulement un lieu de vente. Il est imprégné d'une véritable atmosphère magique qui attire aussi bien les locaux que les touristes du monde entier. Strasbourg n'est pas surnommée la capitale de Noël pour rien. Chaque rue est illuminée, chaque pont aussi, chaque fenêtre décorée et la grande place, qui est la place Kléber, est dominée par un immense sapin de Noël qui chaque année nous en met plein la vue avec ses décorations toujours sensationnelles. Le marché de Noël de Strasbourg a également une particularité que peu connaissent. Il est profondément ancré dans la tradition alsacienne de Saint-Nicolas, le patron des enfants. À l'époque, on croyait que Saint-Nicolas venait distribuer des friandises aux enfants sages, accompagné de son acolyte, le père Fouettard, qui lui punissait les moins obéissants. Si aujourd'hui cette tradition s'est modernisée,
le marché de Noël continue d'incarner cet esprit festif et chaleureux propre à la religion. D'ailleurs, certaines communes perdurent cette tradition avec le Christkindl et son âne. S'ils passent votre porte, ils vous apporteront clémentines, friandises et pain d'épices. Si ce n'est pas le cas, veillez à bien vous cacher car le père Fouettard ne tardera pas. Avec son fouet et son visage noir de charbon, on dit qu'il est inspiré du célèbre chevalier pillard Hans van Trotta qui a terrorisé les alentours de Wissembourg au XVe siècle. Mais quittons quelque peu cette féerie dont vous pouvez profiter jusqu'au 27 décembre prochain pour nous focaliser un peu plus sur une anecdote royale étonnante à propos de l'Alsace. Il existerait une soi-disant monarchie symbolique alsacienne, mais alors, de quoi parlons-nous et surtout, le saviez-vous ? Nous devons ce titre surprenant à une figure historique étonnante, le duc Antoine de Lorraine, qui, au XVIe siècle, rêvait d'un royaume indépendant en Alsace, territoire n'appartenant alors ni vraiment à la France, ni vraiment à l'Empire romain germanique. Ce duc, ambitieux, voulait réunir plusieurs principautés d'Alsace avec l'idée de créer un petit royaume autonome et indépendant. Il comptait même sur l'appui de certaines familles nobles locales et pensait obtenir le soutien du Saint-Empire pour officialiser sa souveraineté. Mais ce projet de monarchie d'Alsace n'aboutira jamais. En raison des pressions politiques de la part de l'Empire et de la France, Antoine est contraint d'abandonner son rêve. L'Alsace restera divisée en seigneuries jusqu'à ce qu'elle soit annexée par Louis XIV, qui finira par en faire un territoire français. Cependant, cette anecdote nous rappelle à quel point l'Alsace, entre deux cultures, a toujours suscité des ambitions de pouvoir et d'indépendance. Aujourd'hui encore, bien que l'Alsace soit intégrée à la France, elle conserve une identité unique, une langue, des traditions et des coutumes bien à elle. À présent, je vous propose une seconde anecdote royale, mais ouvrez bien les oreilles parce qu'il y a pas mal de noms à citer. En 1105, Frédéric de Montbéliard, descendant de Charlemagne par Lothaire, fonde en Haute-Alsace le comté de Ferrette et vient s'y établir dès 1125. Ses descendants y règnent jusqu'à la mort d'Ulrich III en 1324. Sa fille aînée, Jeanne, épouse Albert II, fils cadet d'Albert Ier et petit-fils de Rodolphe Ier, les deux premiers empereurs de la lignée des Habsbourg. À la mort de son frère aîné, Frédéric le Beau, candidat malheureux à l'élection impériale, Albert II dit le sage et Jeanne de Ferrette quitte l'Alsace pour s'installer en Autriche. En 1648, le traité de Westphalie accorde tous les biens propres de la maison de Habsbourg sur la rive gauche du Rhin, dont le comté de Ferrette, au roi de France Louis XIV. Celui-ci offre, en 1659, le domaine et le titre à son ministre, le cardinal Mazarin. En 1777, Louise d'Aumont, duchesse de Mazarin, épouse le futur prince Honoré IV de Monaco. Et petite question, connaissez-vous la Katharinenberg ? C'était une résidence princière qui s'élevait de 1619 à 1755 à Berlenbach, en Alsace du Nord. Son histoire et celle de ses constructeurs, un comte palatin et son épouse, princesse royale de Suède, sont exceptionnelles, comme en témoigne l'accession au trône de Suède de leur fils, Carl Gustaf, en 1654. Cet événement eut pour conséquence l'intégration de la principauté de Katharinenberg dans le domaine privé de la famille royale. Plusieurs villages agrandirent leur domaine, gérés durant quelques décennies par des administrateurs suédois, d'où leur vient le surnom de Schwededorfer. Le château, malmené par les guerres successives du XVIIe et du XVIIIe siècle, a été finalement déconstruit vers les années 1750. Ces pierres ont été réutilisées pour les constructions dans les villages alentours. Voilà donc l'histoire de Strasbourg, de son incroyable marché de Noël et d'une anecdote royale méconnue sur la tentative de monarchie en Alsace. J'espère que ce voyage dans le passé de cette région unique vous a plu. Strasbourg est bien plus qu'une ville frontière, c'est un symbole de paix et de multiculturalisme où chaque rue respire les traditions alsaciennes. Et en décembre, la ville devient un véritable conte de fées parfumé d'épices grâce à son magnifique marché de Noël. Merci d'avoir écouté ce podcast Anecdote Royale. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'histoire et les traditions françaises. À très bientôt pour un nouveau podcast royal.